Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers participants, chers collègues de la société civile et vous tous et toutes qui nous suivez à travers les réseaux sociaux, la télévision. Nous vous souhaitons la bienvenue dans ce 4e numéro de notre café électoral dont le thème porte sur le financement des élections que cache le gouvernement. Comme vous le savez, le café électoral est un cadre d'échange, mais aussi de sensibilisation de la population sur l'éducation civique, afin que la population qui se pose autant de questions sur le processus électoral soit éclairée sur certains points qui sont fondamentaux. Et dans cette salle, je ne suis pas seule, je suis accompagnée par des experts de la société civile qui vont échanger justement autour de ces différentes questions. Je commence par... moi, c'est Maître Gabriel Perrault, je suis la directrice générale du CNADEP, le Centre national d'appui au développement et à la participation populaire. Et à ma gauche, nous avons le prof Mouteba qui va se présenter, et puis oui, merci Gabriel. Bon, je suis là à titre de président de l'Observatoire de la dépense publique. Moi, c'est Dali Singoma, je suis secrétaire exécutif du réseau PRODES, réseau de la promotion de la démocratie, des droits économiques et sociaux. Justin Mogomi du CNADEP. Je suis Emmanuel Moussou, secrétaire exécutif de programme. C'est Mme Nadine Karnoff, je suis la présidente de la plateforme des organisations de femmes du quartier populaire, au fait aussi. Freddy Mouyala, je suis le chargé de programme au CNADEP. Roland Boubala, secrétaire général de l'AETA, agir pour des élections transparentes et abuses. Ok, merci beaucoup. Nous avons des collègues qui sont aussi dans la salle. Nous aurons peut-être le temps de les entendre un peu plus tard. Oui, comme vous le savez, le processus électoral a été lancé avec l'identification et l'enrôlement des électeurs depuis le 24 décembre. Et à ce jour, nous sommes à la 3e ère qui est en train, qui venait d'être prolongée jusqu'au 1er avril, qui constitue les provinces de l'Est, Otuele, Batuele, Okatanga, Ituri, Nord, Otuele, Batuele, Ituri, Nord, Sud, Kivu. Mais dans le cadre de ce processus, comme nous venons de le dire, il y a eu plusieurs défis que nous avons relevés dans nos précédents échanges du café électoral, notamment sur les questions de la disponibilité des kits électoraux adéquats. Nous avons évoqué justement la question aussi, les questions sécuritaires, parce que la 3e ère portait essentiellement justement sur les zones qui sont abîmées sous occupation, où il y a des affrontements avec des groupes armés. Nous avons échangé justement sur ces contextes sécuritaires allaient avoir comme impact dans le processus électoral. Nous avons parlé des conditions même de travail des agents électoraux, mais aussi nous avons relevé le déficit communicationnel de la CENI vis-à-vis de la société civile et même de la population. Mais aujourd'hui, il y a quand même un sujet assez important sur lequel nous allons revenir, c'est la question du financement des élections. Aujourd'hui, nous sommes au mois de mars, les élections proprement dites vont se faire au mois de décembre. Je crois que l'écart n'est plus très loin. Alors il y a des questionnements quant à savoir est-ce que la CENI a suffisamment des moyens qui peuvent lui permettre de pouvoir continuer et amorcer ce processus qui a déjà commencé. Alors, autour de cette table, nous allons échanger avec les collègues justement sur cette question de financement. Mais avant cela, j'aimerais quand même qu'on fasse le point. Voilà. On est à la 3e ère, 3e ère opérationnelle. Avant qu'on entame le vif du sujet, qu'on nous dise quel est votre point de vue. Donc, prof, qu'en pensez-vous? Décembre à ce jour, oui. L'enrôlement, on n'est pas encore dans le financement du processus, mais d'une manière générale, quelle est votre lecture? Bon, moi je me réfère d'abord à... Je regrette que la fois dernière, quand je suis allé assister à
la restitution du rapport des Senko, des églises, Senko et CC, je n'ai pas vu beaucoup de membres de la société civile. Je n'ai pas compris pourquoi. Parce que même par État, même des sénateurs peuvent faire beaucoup de grandes organisations. Je n'ai pas vu. Et là, je pense que je voudrais demander à tout le monde d'essayer d'obtenir ce rapport. Moi, je l'ai. Si je n'ai pas les softs, bon, on va essayer de photocopier pour distribuer un peu à tout le monde. C'est un rapport très intéressant et qui donne l'état des lieux du processus. Alors, avec beaucoup de faiblesses, évidemment, énormément de faiblesses, pour lesquelles il demande des améliorations, parce qu'on ne peut pas continuer de cette manière-là. Et alors, du coup, la question du financement, elle est dans l'ensemble de tous ces problèmes qui se posent déjà à la CENI. Hein, donc, que ce soit déjà, dès le départ, la manière dont ils évaluent les besoins. La manière dont parce que si on peut dire aujourd'hui qu'ils se plaignent, qu'ils n'ont pas de moyens, mais d'abord les besoins. Est-ce que nous devons faire confiance à la manière dont ils évaluent les besoins, qu'ils expriment et envoient au gouvernement pour financement, sans un appui, par exemple, de la Cour des comptes, de l'IGF, pour être sûr que ce ne sont pas des besoins fantaisistes, n'est-ce pas? Ce ne sont pas des besoins fantaisistes parce qu'au rythme où ils vont, nous allons dépasser le milliard. Et je dis ça pourquoi? Parce que nous avons, dans l'étude que nous avons publiée hier, le communiqué de presse, nous sommes allés au ministère des Finances. S'il vous plaît, professeur. Ouais. On va revenir justement sur une question très fondamentale aussi par rapport au communiqué que ODEP a publié hier. Je passe la parole à M. Dani, votre lecture du processus. On nous dit que nous sommes à 25 millions d'électeurs à ce jour, soit 52%, alors que les chiffres prévisionnels c'était à 49 millions. Mais de 25 à 49, le 1er avril, ce n'est plus très loin, mais que pensez-vous? Bon, je pense déjà que si nous sommes à 25 millions, c'est un bon chiffre. C'est qu'on a dépassé quand même la moitié, mais on se demande effectivement, est-ce que nous allons atteindre les prévisions des 49 ou 52 millions avec tout ce qui se passe, parce que les aires actuelles qui sont les plus concernées sont les plus problématiques aussi d'accès, et notamment des parties où il y a la guerre, que ce soit à Ituri ou au Nord Kivu. Donc la question de savoir si réellement on va y arriver. Mais tout cela demande aussi les moyens. Si la CENI se plaint qu'elle n'a pas de moyens, est-ce que c'est pour justifier aussi qu'elle n'a pas aussi la possibilité de continuer à faire la vie? Déjà, vous allez savoir que le 21 mars, il y a une lettre qui a été écrite par les agents temporaires de la CENI pour demander l'autorisation de faire une marche. Et ils réclament 2 mois et 15 jours de salaire impayé. Alors, ça c'est à Kinshasa. Est-ce que cela reflète l'ensemble du pays? Si ces agents temporaires, je pense que ce sont ces agents commis à l'enrôlement, les agents temporaires, qui réclament aujourd'hui leur salaire, ça veut dire déjà s'ils commencent à gréver, c'est que ça ne va pas marcher. Et nous sommes dans l'opération d'enrôlement des récoltes des données. Après la récolte des données, il faudra traiter ces données. Donc ça veut dire que nous n'avons pas encore fini d'avoir la véritable liste électorale. Et je sais que j'ai suivi à la télévision, par exemple, les députés de l'Ituri sont allés voir le président de la CENI pour lui demander de prolonger encore le temps jusqu'à je ne sais pas quelle période pour l'enrôlement. Donc je suis sûr qu'ils vont prolonger. Mais il y a aussi des parties où les gens ne sont pas très pressés peut-être à aller se faire enrôler, comme en Europe. Selon nos collègues qui étaient en mission là-bas, ils nous ont dit, en tout cas, ils ont trouvé qu'il n'y avait pas beaucoup d'engouement pour l'enrôlement. Les gens étaient mal sensibilisés et tout. Donc il y a des déficits de part et d'autre. Mais je pense que c'est besoin d'argent, comme a dit le professeur. Il faut savoir, est-ce que la CENI a réellement exprimé ses besoins, que nous les connaissions. Nous, au niveau de la société civile, nous ne cessons de réclamer que les cas de concertation entre la société civile et la CENI puissent fonctionner de manière structurelle, mais ces cadres n'existent pas. On nous appelle quand ils veulent pour nous donner une information, nous n'avons pas le temps de nous préparer pour y aller, nous n'avons pas le temps de bien digérer les informations qui nous sont données pour que nous sachions réellement
est-ce qu'on nous dit vrai, on nous dit faux, est-ce que les besoins de la CENI. Donc il y a beaucoup de besoins, les déploiements et ceci, donc ça. Merci beaucoup. On comprend déjà que la question des finances est vraiment au cœur du processus. Ouais. On va y revenir. Justin Moboni, quelle est ta lecture? Est-ce que vous pensez que nous sommes en train la CENI est en train va bien chuter, ou bien la CENI à un moment donné va se buter à certains défis qui vont plus lui permettre de continuer le processus? Vous pensez que le processus ira jusqu'au bout? Bon, moi je crois qu'il faut constater que la CENI a une volonté vraiment réelle de mener le processus jusqu'au bout. Mais les faits qui sont là, on va parler du problème de financement, on va se rendre compte qu'il se pose réellement un problème de financement. À côté de ça, il faut suivre les dernières déclarations du chef de l'État, particulièrement quand il a reçu son homologue français. La conférence de presse, il a dit que carrément, si ça continue, on risque de... Et là, ça semblait donner quelques éléments de doute sur l'aboutissement du processus. Nous n'y sommes pas encore là, mais il y a quelques signaux inquiétants qui sont là, qui nous permettent de regarder encore de manière très aiguisée le processus, parce qu'il y a des inquiétudes maintenant qui remontent à la suite. Merci beaucoup. Emmanuel, quelle est ta lecture? Donc tu es jeune, je crois qu'en tant que jeune, il y a une certaine perception justement de ce qui se passe dans le cadre justement de ce que fait la CENI. Quelle est ta lecture en tant que jeune justement sur ce processus? Vous pensez que la CENI prend réellement en compte tous les désirs? Et déjà aujourd'hui, pour l'ère opérationnelle 3, on peut noter qu'on est autour de 29% de personnes enrôlées selon les statistiques de la CENI. Mais la jeunesse, comme je le disais tout à l'heure, surtout des nouveaux majeurs, ont toujours des difficultés à se faire enrôler. Nous-mêmes, on a assisté dans des centres où quelqu'un arrive déjà au préalable, il ne savait pas c'est quoi les informations à donner, et il arrive en n'ayant pas assez de clarté sur, par exemple, ses origines, et du coup, ça crée un problème, soit il faut payer quelque chose aux agents, de sorte qu'ils puissent vous aider à avoir la carte. Donc, de façon globale, on peut noter que les choses avancent, on reconnaît les difficultés. Mais d'autre part, on se rend aussi compte que la CENI, on parlait tout à l'heure du cadre d'échange, du cadre qui n'est pas très opérationnel. Et justement, on peut le constater qu'il n'y a pas assez d'amélioration dans la façon de prendre en considération des erreurs ou les leçons tirées des heures opérationnelles précédentes. Merci Emmanuel. Merci beaucoup. Madame Andeka, quelle est votre lecture à ce jour? Je pense qu'il n'y a pas plus à ajouter à ce que les autres ont dit. Hein. Il y a certainement des avancées en termes d'enrôlement, quand on entend le chiffre, mais aussi il faut reconnaître que nous sommes en train d'avancer avec les mêmes faiblesses. Donc, autant, je dirais par exemple qu'il y a des faiblesses qui peuvent être améliorées par d'autres partenaires. J'ai comme l'impression que la CENI ne fait pas attention à ces partenaires-là, et la CENI a une démarche de se plaindre simplement pour alerter. Parce que je ne comprends pas. Est-ce qu'il y a un cadre de collaboration avec le gouvernement? Parce qu'il faut qu'il y ait un cadre de collaboration où les choses, par exemple, de la sécurité sont traitées, parce que la CENI est limitée par rapport à tout ce qui est sécurité, surtout du côté de l'Est. Est-ce que la CENI collabore avec le ministère de l'Intérieur? Est-ce que la CENI est en train de, au lieu de nous venir se plaindre pour dire je n'ai pas d'argent, on ne m'a pas financé, c'est comme un jeu de ping-pong, le ministre des Finances dit ceci, la CENI dit cela. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'avoir un cadre de concertation ou un cadre de collaboration pour que ces choses soient traitées en amont, pour qu'on n'ait pas l'impression que les gens sont divisés par rapport aux élections? Bon, je suis un peu en train de réfléchir dans ce sens-là. Il faut nécessairement qu'il y ait des cadres de collaboration par rapport aux finances,
par rapport à la sécurité, par rapport à tous les... Même avec les travailleurs, il faut qu'il y ait un cadre de collaboration. Si un travailleur qui attend son salaire et son salaire ne vient pas, est-ce qu'on l'a informé que ce mois-ci, on n'a pas financé la CENI? Est-ce qu'on l'a informé? Est-ce qu'ils savent, et quand ils veulent aller en grève par exemple, est-ce qu'ils savent que la trésorerie n'a pas été alimentée? Donc il faut nécessairement qu'il y ait des thèmes de collaboration pour éviter certains problèmes. Je voudrais revenir à l'élément que Justin a dit par rapport au doute qu'a exprimé le chef de l'État. Je ne pense pas que ce soit par rapport au financement. Le doute, c'est plus par rapport à la sécurité. Le doute, c'est par rapport à la sécurité. Parce que lui, il peut impulser pour qu'il y ait un cadre de collaboration et qu'on puisse atteindre les problèmes de financement. C'est vrai. Merci, madame. Je sais que le problème de financement est au cœur du débat. On y revient, on termine avec nos 3 collègues. Madame Nadine, en 2 mots, quelle est votre lecture du processus? Et merci pour la parole. Moi, je pense que, comme venaient de dire les autres, le même problème surgit jusqu'aujourd'hui. Malgré tout ce que nous avons fait comme analyse et nous avons présenté du rapport auprès de la CENI, mais jusque-là, la CENI n'y tient pas compte. Parce que si nous regardons bien, le même défi qu'avaient les femmes de la ville de Kinshasa, ce sont les mêmes défis qu'on retrouve ailleurs, dans d'autres aires. Donc, cette femme-là, qui peut quitter dans son milieu rural pour venir s'enrôler, d'abord, elle a des problèmes de sécurité. Elle a le problème de connaître qu'est-ce qu'il faut avoir pour aller s'enregistrer. Et quand elle arrive là-bas, elle passe toute la journée à attendre pour se faire enrôler. Donc, ce sont les mêmes défis qui continuent et le même problème. Moi, je pense que, comme vient de dire Mme Ambeka, le cadre de concertation entre la CENI et les structures de droits de l'homme existe. L'enseignement, c'est que nous avons pu remarquer que tout ce que nous donnons comme proposition à la CENI ne tient pas compte. Merci, madame. Monsieur Freddy. Oui, merci pour la parole. Moi, personnellement, ce qui m'inquiète un peu plus, c'est le problème des déplacés internes et des personnes qui vivent dans des zones qui sont sous l'occupation des rebelles. Parce qu'on ne sait pas, le 23 décembre, il y aura des élections, mais les populations qui sont dans des zones comprises, est-ce qu'ils vont être normalement enrôlés? Le 23 décembre. Le 20. Le 20. On dit que c'est un dimanche. On comprend les invitations. Donc, les gens qui vivent dans des zones qui sont sous l'occupation rebelle, je me demande s'ils vont être normalement enrôlés. Est-ce que si la guerre ne prend pas fin jusqu'au mois de décembre, est-ce qu'ils participeront au vote? C'est ça vraiment ma grande question. Merci beaucoup. Monsieur Roland. Merci pour la parole. En complément à tout ce qui a été évoqué ici par les collègues autour de cette table, je note en plus qu'il y a, malgré la présence de tous ces défis et de tous ces défis qu'on a évoqués ici, il y a quand même de l'enthousiasme. Les gens sont toujours nombreux devant des centres d'inscription pour obtenir leur carte d'électeur. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de détermination dans les chefs de la population à aller aux élections. Ça, on le sent dans la mobilisation pour l'enrôlement. Mais on note également que la CENI, on ne sait pas est-ce que c'est par négligence, par mauvaise foi ou c'est un dépassement, n'essaye pas d'améliorer les conditions de travail d'une ère à une autre. Or, déjà 15 jours après Kinshasa, beaucoup de choses avaient été dites par l'ensemble aussi bien de la classe politique que de la classe sociale, de la société civile, pour dénoncer un certain nombre de faits. Déjà, on pouvait anticiper pour les ères qui venaient après. Mais jusqu'à aujourd'hui, si vous appelez Goma, vous appelez Bukavu, Butembo et tout ça, on a encore les mêmes difficultés qui persistent. On ne sait pas pourquoi on est arrivé là. Mais aussi, il y a peut-être par exemple pour Kinshasa, j'étais dans une activité hier
avec la chargée de sensibilisation de la ville de Kinshasa, cette ville de Kinshasa. En termes de statistiques, contrairement aux années passées, aux processus antérieurs, les femmes viennent en deuxième position. Or, d'habitude, les femmes sont plus nombreuses à Kinshasa. Donc, en attendant qu'on puisse nettoyer le fichier, pour Kinshasa, on est à 49,1% de femmes et à 51,9% pour 50,9 pour les hommes. Et donc, ça, c'est également quelque chose qu'on peut... Merci beaucoup, M. Roland. Voilà. Merci beaucoup. Donc, déjà, on a une idée du processus et les défis que nous avions évoqués ici le 21 décembre. Je crois que c'était notre premier café. On comprend qu'avec toutes les recommandations qui ont été formulées, etc., il n'y a qu'une seule qui avait été prise en compte, c'est la prolongation. On avait suggéré, on avait recommandé à ce qu'il y ait une prolongation pour permettre à ce que les populations qui n'ont pas eu le temps d'aller se faire enrôler. Mais des autres recommandations qui sont aussi fondamentales, notamment justement la prise en charge des agents électoraux, la sensibilisation, le cadre de concertation permanent, en tout cas, s'il faut l'appeler ainsi, entre les différents acteurs, etc. On sent que de ce côté-là, il n'y a pas eu d'ouverture du côté de la CENI. Alors, je reviens vers vous, monsieur le professeur, sur justement les questions de financement. Quel est l'état actuel de financement de la CENI? Bon, la question du financement du processus électoral doit être abordée notamment à travers, la crédibilité même des prévisions budgétaires de la CENI et deux, la situation de décaissement. Mais je vais essayer d'aller vite. C'est-à-dire que la manière dont la CENI évalue les besoins de financement, excusez-moi, n'est pas très crédible. N'est pas très crédible. Pourquoi? Parce que d'abord, nous sommes au 4e cycle des élections. Ils font comme s'il y avait une sorte de table rase. C'est-à-dire depuis les 3 autres cycles, on n'a rien acquis, il n'y a pas d'équipement, il n'y a rien, etc. Et alors on fait comme si il y a une table rase et on refait, on établit des états de besoins qui ne sont par ailleurs pas contrôlés par les institutions de contrôle, qui pourraient aider aussi à dire est-ce que c'est crédible ou non. Et on nous affiche des besoins qui vont atteindre, si le gouvernement accepte de les financer, plus d'1 milliard. Donc il faut considérer que nous allons dépasser le milliard. Alors que si on avait tenu compte des acquis antérieurs, probablement que le processus serait peut-être à la moitié. Dans la mesure où le pays est en guerre, dans la mesure où le pays a d'autres défis, et je dirais même dans la mesure où on connaît à l'avance les résultats de ces élections-là. Alors, donc il y a ce problème-là, de ce manque de crédibilité de ces besoins. On doit financer, parce que quand ils se plaignent, c'est vrai, mais allez, qui peut savoir aujourd'hui comment ils ont utilisé l'argent qu'ils ont reçu? Ça, c'est une des questions que pose le gouvernement. Il semble que ces messieurs-là ne veulent pas de contrôle, leur autonomie, ils l'interprètent dans le sens où on leur donne l'argent seulement, et après, le contrôle, ce n'est pas vraiment un problème. Bien sûr que le ministre avait aussi commis quelques erreurs, vous vous rappelez, lorsqu'il a accusé la CENI de surfacturation des équipements de véhicules. Il a tout simplement enlevé l'autonomie à la CENI et il a donné à BCECO les marchés, pour exécuter les marchés qui étaient surfacturés, effectivement. Et bon, c'est pas comme ça qu'il faut faire les choses. C'est-à-dire qu'il fallait continuer à respecter la loi qui donne cette autonomie à la CENI et voir comment corriger peut-être avec l'instruction des finances ou la Cour des comptes, de réévaluer les besoins qui étaient jugés mal évalués. Ça, c'est la première chose. Maintenant, les décaissements. Les décaissements, jusque-là,
qui est au ministère des Finances, c'est vraiment des informations, des sources. Nous avons discuté, entre autres, avec le conseiller du ministre chargé de la trésorerie, puis avec le ministre lui-même. Donc le montant est aujourd'hui sur l'année 2022, c'est 480 millions sur les 642 qu'ils avaient demandé en 2022. Mais là aussi, je voudrais signaler une chose, c'est que la loi de finances 2022 avait prévu 250 millions. Et ensuite, la CENI a écrit une lettre au ministre Samuel Condé pour dire « nous avons besoin de 642 millions ». Et donc, la différence n'a pas, n'a même pas été intégrée dans la loi de finances 2022 par un collectif budgétaire. Ça a été fait seulement comme ça, ce qui est déjà une entorse aux règles de la loi des finances, la LOFIP, et une violation de la loi des finances de l'année. Donc, c'est pour dire que, et même quand vous regardez dans les états de suivi budgétaire, vous allez remarquer que là où on avait mis 250 millions, comment ça a été exécuté, vous verrez que l'exécution est vraiment très, très minime. Pourquoi? Parce que, en fait, les fonds qui financent la CENI, aujourd'hui, personne ne peut les retracer sérieusement. C'est-à-dire, ça vient d'où? Ça vient d'où? Puisque, quand on regarde le budget de 250 millions qui était prévu à l'époque, on ne voit pas comment cet argent que les ministères arrivent donc à chiffrer à 480 millions. Comment, vous savez, il n'y a pas de traçabilité, il n'y a pas de transparence. Et donc, si vous voulez, voilà, c'est un peu ça le problème. Alors, comment faire pour corriger? On va revenir sur comment faire. Okay. J'aimerais céder la parole, en tout cas, à l'auditoire, pour celui qui peut prendre la parole, justement, sur cette question de financement. On l'a vu dans le processus passé, la RDC s'était proposé de financer les élections, c'était à hauteur de 1 milliard, et ça a été fait, bien entendu. L'origine, ça c'est une autre affaire, mais en tout cas ça a été fait. Alors dans la même optique, le gouvernement actuel veut suivre les pas de ce qui a été fait. Je peux dire un petit mot pour terminer, parce que vous m'avez coupé. C'est-à-dire, ce que vous dites là est vrai, parce que nous apprendrons plus tard, pour ceux qui étaient à la table ronde, que M. Dan Gettler avait donné 200 millions de dollars pour les élections. Vous voyez? Donc, la source, non. Alors, l'impression que moi, je sais quoi? C'est qu'aujourd'hui, nous sommes plongés dans la culture Nanga. La même culture de la gestion de M. Nanga, c'est la même dans laquelle le Congo se retrouve. Je ne parle pas seulement de la CENI, le Congo se retrouve. Merci, professeur. On va revenir vers vous. Donc, je disais, ça, ce sont des éléments tellement importants. Aujourd'hui, le gouvernement veut financer seul. Tout à l'heure, Mme Andeka a révélé quelque chose de très, très important. Le gouvernement ne capte pas les signaux en fait, des autres partenaires pour dire ben, pourquoi ne pas aller solliciter comme on le faisait ailleurs? Le gouvernement veut le faire seul. Mais est-ce qu'il en a suffisamment les moyens, M. Dani? Est-ce que le gouvernement aujourd'hui se dit bon, je veux montrer de quoi je suis capable? Ça, c'est une bonne chose que le pays finance les élections. Est-ce qu'il en a les moyens? Est-ce qu'il en a la volonté? Est-ce qu'il en a les capacités? Non. Le gouvernement a les moyens. S'il veut, il peut y arriver. Simplement, ce qu'on ne comprend pas, c'est une sorte de... On fait 2 pas en avant, 1 pas en arrière, ainsi de suite. Et, par exemple, cette question de décaissement, moi je pense que ça traduit simplement un peu les doutes, comme a dit M. Justin à un certain moment, les doutes que le gouvernement lui-même crée. Parce que, est-ce que réellement le gouvernement croit en ces élections? Est-ce qu'il croit réellement que nous allons avoir les élections en décembre? S'il ne croit pas, il ne sera pas pressé aussi de financer les élections. Donc il peut aussi laisser que les choses puissent un peu traîner. Et le président de la CENI déclare, alors s'il y aurait une sorte de guerre, on va dire que tu n'as pas justifié, tu n'auras pas les moyens. Lui aussi dit qu'ici nous ne sommes pas dans un régime de justification, nous sommes dans un régime d'avance, donc il faut avancer et ça nous crée des problèmes. Ça veut dire, est-ce que dans les termes de référence de financement de la CENI aussi, il a été prévu ces allers-retours de justification? On ne sait pas. Si ça n'a pas été prévu, donc le ministre des Finances aussi n'a pas le droit de dire que la CENI doit justifier la première tranche avant de recevoir la deuxième tranche. Il faut qu'il lui donne
Et puis après, la Cour des comptes va venir faire son audit au moment opportun. C'est après l'exercice. Mais si on commence à lui demander de justifier maintenant, on le contrôle maintenant, avant qu'il ait d'autres planches, moi je pense qu'il y aura toujours un problème et nous aurons des blocages si on veut chercher la petite bête. Donc pour moi, le gouvernement a les moyens et s'il veut, il va mettre ses moyens. Mais maintenant, ça dépend de qu'est-ce qu'ils se sont entendus au juste et qu'est-ce que le gouvernement croit. Parce que le gouvernement est dans l'orthodoxie, il va nous montrer qu'il y a cette orthodoxie financière et tout, mais toujours le gouvernement nous voit des dépassements. Des secteurs sociaux n'ont pas d'argent, mais à la présidence de la République, il y a des dépassements de 200%, 300%. Cela montre qu'il y a l'argent et ils peuvent décaisser quand ils veulent. Alors pourquoi on ne décaisse pas pour la CENI? Ça, c'est notre problème. Et comme a dit le prof, quels sont les besoins réels de la CENI, qu'ils soient rendus publics, comme il a dit qu'ils n'ont pas d'argent, qu'ils rendent public aussi, voici nos besoins pour lesquels nous n'avons pas de moyens pour le moment. Et je pense que la pression, la clameur populaire peut faire en sorte que la CENI soit rendue dans ça. Merci beaucoup. Alors, ça c'est vraiment la question qui est adressée à tout le monde. Dans le rapport que nos collègues de l'ODEP ont publié, et on le sait, on l'a suivi dans les médias il y a quelques mois, des fonds décaissés pour la CENI qui étaient pratiquement plus de 100 millions, les fonds étaient destinés principalement pour le fonctionnement. Mais on s'est rendu compte que de la CENI, il y a plusieurs défis auxquels elle fait face, mais elle a privilégié l'achat des véhicules. Est-ce que la CENI elle-même, au-delà du fait qu'elle réclame des fonds pouvant venir du gouvernement pour le fonctionnement, etc., pour la mise en œuvre de toutes ces activités, mais est-ce qu'elle-même, elle sait comment affecter les fonds qu'elle reçoit? Est-ce que l'achat des véhicules était primordial par rapport à d'autres besoins? Aujourd'hui, nous avons des agents électoraux qui réclament leur salaire, mais est-ce que même le peu, s'il faut le dire ainsi, qui est versé par le gouvernement, est-ce que c'est bien utilisé, c'est bien orienté pour permettre à ce qu'il y ait un fonctionnement? Donc, Madame Andeka, vous avez... Merci pour la parole. Au fait, si on a un regard sur tout ce qui se passe, sur toute la gestion, sur toute la gouvernance, si on devait coter, je prendrais le terme de faible gouvernance. Je prendrais ce terme-là. D'après toutes les informations, d'après tous les rapports, il y a une faible gouvernance en termes de la gestion des ressources financières. Posons-nous la question. C'est une grande institution. Il y a certes une planification. Il y a une planification des opérations. Et je pense que cette planification est budgétisée. Et je pense que cette planification a des échéances. Moi, je ne comprends pas. Je reviendrai encore. Pourquoi la CENI ne collabore pas avec les ministères des Finances sur base d'un plan de trésorerie bien précis et sur base des activités qui doivent être menées de manière opérationnelle pendant un temps donné. C'est un français facile, c'est des choses compréhensibles. Moi, je ne comprends pas. C'est comme ça que je dis, si je devais évaluer, j'évalue et la CENI, j'évalue et les ministères des Finances et le gouvernement. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une gouvernance faible. On voit que les gens, c'est une histoire de personnes. C'est une histoire de tu fais pas ceci, moi je fais pas cela. Non, c'est pas ça, c'est tout un pays. Et je suis désolée, mais la CENI ne peut pas dire qu'il ne peut pas justifier parce qu'il est indépendant. C'est de l'argent de l'État. De l'État. C'est de l'argent public. Il est redevable tout autant pour nous, le public, que pour les gens qui gèrent, qui gouvernent le pays. Merci, donc, madame. C'est vraiment... Merci madame, on va revenir. Je te donne à Emmanuel, à Justin, à M. Roland. J'ai une question spécifique pour vous et puis ce sera nos collègues qui sont dans la salle. Emmanuel, oui. Ok, merci beaucoup pour la parole. Je pense que je suis totalement d'accord avec Mme Andeka qui parle de la question de faible gouvernance, comme elle l'a si bien dit.
Et pour moi, je pense que le plus grand souci est celui lié à la planification, comme elle le disait. Je parle de ça pourquoi? Parce que on peut lire avec les évolutions que la CENI tâtonne. La CENI, je peux me permettre de dire que j'ai l'impression qu'elle ne connaît même pas les budgets de ces opérations. Combien vont coûter ces opérations en termes de prévision? Pourquoi? Parce que l'ODEP l'a dit, avec l'évolution, on était autour de 250 millions comme estimation. Après, on demande 642 millions. Et aujourd'hui, le président de la CENI dit qu'il a besoin de plus d'1 milliard de dollars pour les élections. C'est-à-dire, c'est sur base de quoi? Est-ce qu'il n'y a pas une prévision préalable qui est faite, même si dans l'évolution des choses, on peut se rendre compte qu'il y a des imprévus, il y a des situations qui peuvent changer, qui nous poussent justement à revoir soit à la hausse notre budget. Donc ici, moi je note qu'au niveau de la CENI, il y a un sérieux problème de planification, même lorsqu'on parle du décaissement. Je pense que dans un état normal, c'est qu'avant qu'on décaisse, il faut qu'il y ait un plan qui soit clair, où la CENI dit que je veux autant, voilà ma planification opérationnelle. Mais ici, c'est soit plus de 600 millions, c'est soit plus d'1 milliard de dollars, c'est soit 250. Finalement, même le gouvernement qui doit décaisser, il décaisse combien? Et c'est sur base de quoi qu'on fait ces... Merci Emmanuel. Je crois que le prof a relevé quelque chose, l'origine même. D'où est-ce que le gouvernement tire les fonds pose problème, justement. Oui. On va revenir vers le Je veux aborder dans le même sens que les amis pour dire que pour moi, c'est comme s'il y a un marché entre le gouvernement et la CENI. Qu'est-ce qui explique que depuis que nous avons commencé les élections, chaque fois que nous arrivons à un cycle, on fait comme si il n'y a jamais eu rien. On commence à faire tout, acheter les kits, on reprend tout. Nous avions des kits, maintenant il faut aller vers plus d'1 milliard de dollars, alors que nous avons des kits ici qui nous ont donné des bonnes cartes et tout ça. On n'a pas, personne ne nous dit où sont partis ces kits-là. On a acheté des véhicules, la CENI là avait des véhicules tout le long du boulevard de tout le monde, du 30 juin, que tout le monde a vu. Qu'est-ce qu'on fait avec l'argent du public, Et de là à dire que la CENI ne doit pas être contrôlée, on est en train de se moquer de la population. Merci Justin. Monsieur Roland. On relève un point essentiel. Ouais. Que sont devenus les anciens kits? Vous, c'est l'État. Que sont devenus les anciens kits électoraux? On a eu quand même des cartes assez acceptables. Voilà, tous les équipements. C'est à peine 4 ans ou 5 ans passés. Que sont devenus? Et quelle est la lecture? Qu'est-ce que c'est entreposé quelque part? C'est donné? Ou carrément c'est vraiment un marché de, comme on l'a dit, des copains, on s'est dit, ben, c'est à notre tour aussi. C'est ça, à notre tour. Merci, madame, pour la parole. Le même questionnement, nous aussi, nous le faisons. Et nous continuons à le faire. Et maintenant, nous sommes nombreux à le faire. Je crois que nous pourrons y arriver. Quand la CENI actuelle, le management actuel de la CENI prend possession de ses fonctions, il commence par des séminaires d'imprégnation. Vous vous rappelez, ils se sont retirés même à l'extrémité de la vie. Et je crois que c'était le moment pour eux d'acquérir un certain nombre de cultures en termes de gestion, d'outils, et surtout en termes de planification. Parce que le grand problème, c'est un problème de planification, comme on l'a évoqué ici. On a planifié, mais on constate que les fonds n'ont pas atteint la destination prévue. On a prévu qu'on va enrôler, mais aujourd'hui, ici, nous constatons tous que les membres des centres d'inscription veulent marcher, ne sont pas payés. Et donc, il y a un problème. C'est que la planification pose problème. Mais qu'est-ce que c'est devenu? En tout cas, un problème de communication à ce niveau-là. Nous ne savons pas. Donc, globalement, on ne sait pas ce que c'est devenu. Donc, il faut que les enquêtes soient... Merci. Je prends le prof. Merci beaucoup. Je prends le prof. S'il vous plaît. On va y arriver vers vous, s'il vous plaît. La question des moyens. Aujourd'hui, on peut se poser la question de savoir si les 16 milliards de dollars de budget prévus sont un bluff ou sont une réalité. Pourquoi je me pose cette question? Parce que si nous devons avoir 16 milliards au bout du compte,
Ça veut dire que 2 chaque... milliards de francs. de dollars. Le budget de l'État, c'est Ah oui, 16 le milliards. budget, oui. Parce que c'est la CENI qui tire là-dedans. C'est 16 milliards 300, quelque chose comme ça. Ça veut dire que pour que nous atteignions cela, nous devons mobiliser chaque mois 1 milliard 300 millions de dollars. Chaque mois. Alors, aujourd'hui, quelle est la situation? En janvier, c'était 500 millions. En février, c'est 490. Ça veut dire que le gap, chaque fois, il est de 800 millions, le gap. Donc nous sommes à un gap de 1 milliard, 600, je crois 600, oui. 1 milliard 600 millions. Et on nous dit, au mois de mars, avril, il y aura hausse. Ça veut dire quoi? Cette hausse va-t-elle permettre d'avoir, par exemple, 3 milliards ou 4 milliards? Ah non, impossible. Ça veut dire que nous risquons de vivre la situation de 2020. En 2020, on prévoit un budget de 11 milliards, mais en réalité, on va mobiliser 3 milliards 700 millions. Et c'est là, quand nous parlons des problèmes de la CENI, aussi, c'est d'être sûr que ce budget proclamé n'est pas juste une proclamation électorale. C'est-à-dire, nous aurons 16 milliards, mais moi, par rapport à ce qui est réalisé aujourd'hui, 2 mois après, on est bien loin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on devrait avoir, pour les deux premiers mois, on devrait avoir mobilisé 2 milliards 600 millions. Mais nous sommes à peine, à peut-être un peu moins d'1 milliard. Et alors, donc les problèmes, comme disait Dany, était très optimiste tout à l'heure en disant que les moyens sont là. Mais le peu que les moyens qu'il y a, vous avez vu déjà au mois de janvier comment on les a dépensés. C'est-à-dire que sur les 500 millions, on a fait un dépassement de 230 millions. On est arrivé à 730 millions. Et là-dedans, il n'y a pas que la CENI qui est victime, c'est toute l'administration. La plupart des fonctionnaires aujourd'hui ne sont pas payés. Donc c'est un vrai problème. Ouvrons les yeux, parce que les 16 milliards risquent d'apparaître comme du bluff et le processus électoral va en pâtir. Merci beaucoup. Alors, M. Dany devait répondre à une question. Voilà, ok. Oui, bon, moi, de ma part, j'ai l'impression comme si le gouvernement aussi est complice, parce qu'il entretient un doute dans la tête du citoyen congolais. J'ai remarqué à des reprises des ping-pong qui se jouent entre le ministre des Finances et le président de la CENI. Tantôt, le président dit on a reçu l'argent et on n'a pas reçu l'argent. Il y a le ministre qui dit on a décaissé l'argent. Et cette situation, parfois, ça nous embarrasse. Donc, ce comportement, si ça continue comme ça, ça va nous amener dans un chaos vraiment électoral. Parce qu'on sent qu'il y a des besoins qui se manifestent au niveau de la CENI. Et la CENI reçoit l'argent, mais au même moment, on sent comme si la CENI n'a rien reçu et elle n'a rien fait. Donc, cette situation-là, c'est pas vraiment normal. Et je souhaiterais que le gouvernement puisse voir avec la CENI, est-ce qu'on ne peut pas faire une évaluation de mi-parcours, voir ce qui a été fait, identifier les vrais besoins en matière des élections, essayer de planifier et les budgétiser. Comme ça, les deux parties seront d'accord sur le montant de décaissement. Sinon, on va aller toujours dans des incertitudes, et on verra à la fin qu'on aura un budget difficilement contrôlable et les gens vont se dire, mais est-ce que tout cet argent ici n'a servi qu'à organiser ces élections chaotiques? Merci beaucoup, M. Freddy. Oui, boss. Ok, merci. Bon, je pense d'abord, parce que j'ai parlé du contrôle de la CENI, et je pense que je vais réaffirmer cela. Je pense que la CENI, c'est une grande institution. On ne peut pas commencer à contrôler chaque mois la CENI. On contrôle une fois. Ils doivent justifier, bien sûr, mais venir dire qu'on doit les contrôler, et comme on contrôle, même les ONG ne les contrôlent pas tout le temps. Donc je pense que pour ça, on doit être réaliste. Et puis en plus de cela, moi je ne pense pas que la CENI n'ait pas de prévisions ou qu'il soit en train de faire, de naviguer à vue. C'est une grande institution quand même, mais c'est la communication qui manque.
Nous ne savons pas quelle est la planification de la CENI, nous ne savons absolument rien. Ça veut dire qu'il faut que ce dialogue existe pour que nous soyons sûrs que la CENI n'a pas de bonnes prévisions ou ainsi de suite. Je pense qu'ils en ont, c'est pour cela que le président en parle, mais simplement il y a ce problème. Et les moyens, je pense encore, je vais jeter la balle peut-être à vous, à maman, et tout ça qui s'occupe de cette question de coulage des ressources. Je pense qu'on est revenu maintenant à cette des recettes. On est revenu à cette question. Ça veut dire que l'argent part. Parce que quand ils ont fait les prévisions budgétaires, et on connaît la culture de notre pays, parfois on demande aux institutions financières de sous-évaluer ce qu'ils doivent donner pour que le reste puisse passer dans d'autres ressources. Après, nous allons apprendre encore qu'il y aura des procès, quelqu'un a détourné 100 millions et tout ça, parce qu'on ne sait pas ces véhicules. Donc ça, c'est un problème. Mais pour ce qui est des véhicules de la CENI, moi je pense aussi que c'était quand même important qu'il y ait quand même les cadres de la CENI et des véhicules. Mais les camarades, les véhicules, les gros camions, à ce que je sache, ce n'était pas les véhicules de la CENI, c'était les véhicules de l'armée qui étaient prêtés à la CENI pendant l'opération électorale. Bon, est-ce que ces véhicules sont restés en bon état? On sait que ce sont des véhicules qui sont venus de l'Ukraine ou de la Russie, je ne sais pas, ils sont arrivés dans quelles conditions ici. Et puis, est-ce que c'était des véhicules neufs ou des véhicules d'occasion? Ça, on ne sait pas. Mais quand même, ce n'était pas des véhicules de la CENI, c'était des véhicules de l'armée. Et qu'après, l'armée devait récupérer encore ces véhicules. C'est ce qui était prévu. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Mais je pense que vraiment, nous avons, nous, en tant que société civile, nous avons vraiment ces rôles à jouer. Pour savoir, peut-être, c'est ça qu'il faut, on doit encore, l'observation électorale dont nous sommes en train de parler, parce que tout le monde a parlé de l'observation long terme, et je sais les chantres de ça. Je pense que vraiment nous devons, dans l'observation long terme, c'est ce que nous sommes en train de faire déjà, nous devons vraiment observer cela. Mettons dans notre calendrier d'observation toute la question budgétaire, tout ça, les finances de la CENI aussi doit être impliquée là-dedans pour que nous sachions réellement ce qu'il faut. Merci beaucoup, notre collègue, et puis on revient vers Madame Andega. Merci Madame, c'est Claude de Congo. Vous avez l'expertise des finances publiques, vous êtes un chevronné, mais dans votre partie expositif, vous n'avez pas parlé des plans de décaissement. Le gouvernement a toujours ce plan de décaissement avec un plan de trésorerie. Combien a été prévu pour la CENI annuellement? C'est ça le problème. Même si nous auditons, mais nous voudrons que vous nous éclairez sur le plan de décaissement entre le gouvernement et la CENI. Ouais. Okay. Mais est-ce que je peux lui répondre? Oui, oui. Non, mais c'est ça un peu la question que dès le départ nous posons et que même le ministre des Finances lui-même pose. Il y a notre ami qui a parlé des manques de planification. Hein, au niveau de la CENI, je crois que c'est Maman Mado. Ouais. Je me posais la question, non, il y a une planification quelque part. Qu'est-ce qu'on en fait? Mais ne soyez pas sûr, Maman Mado. Non, je ne suis pas sûr. Mais la question, je la pose. On ne peut pas fonctionner sans planifier. Oui, mais nous ne pouvons pas être sûrs qu'à la CENI, il planifie. C'est pas sûr. Je donne cet exemple-là, mais je ne vais pas en donner d'autres. Donc voilà un peu. Vous avez raison. C'est un plan de décaissement avec un chronogramme des activités avant tout décaissement. Ça devrait être l'exigence du ministre des Finances. Le plan d'activité, un plan de décaissement avec un chronogramme de toutes les activités et en ce moment, au fur et à mesure, nous allons... Donc, la nécessité, par exemple, que les gens s'assiedent. Vous avez beaucoup parlé du cadre de concertation. Oui, il faudra que les gouvernements, d'un côté, et la CENI puissent se mettre ensemble et régler les problèmes qui ne marchent pas. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec, dans les doutes actuels que suscite la CENI, je pense que les pratiques de la brigade financière de l'IGF, la patrouille, moi je pense que cette patrouille devrait être assise, permanente à la CENI, pour les aider depuis la prévision, donc l'identification des besoins, les coûts, donc l'évaluation des coûts de ces besoins, et puis dans la démarche d'entrée de la chaîne de la dépense. Parce que ça aussi c'est un problème. C'est que jusqu'ici, c'est des mises à disposition de fonds. C'est pas que la CENI entre dans une chaîne de dépenses normale, où le ministère du budget est liquide, et puis le ministère de Finances ordonnance et paye. Non, on est tout le temps dans des demandes de mise à disposition de fonds. Merci beaucoup. Et donc voilà un peu le Nous sommes en train de chuter. Ouais. Nous sommes en train de chuter parce que c'est une heure, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire.
Alors, il y a la question fondamentale avant de donner la parole à Moussou qui va revenir sur certains points. Alors, de tout ce que nous avons dit sur la problématique justement du financement du processus électoral lui-même, quels sont les impacts? Nous en avons déjà évoqué quelques-uns ici. Quel est l'impact justement ou les conséquences justement de ce tâtonnement quant au financement de la CENI par rapport au processus tout entier? On commence par Moussou qui revient sur ce qu'il allait dire et puis on passe à la parole. Alors, merci beaucoup pour la question. Moi, je pense que je suis d'abord d'accord avec ce qui a été dit. Je reste convaincu que la CENI est une grande institution, doit avoir une planification. On croit à ça. Mais là, le problème, c'est que la réalité sur le terrain démontre le contraire. Et ça, c'est très inquiétant. Parce que je note qu'autour de cette table, il y a quand même des acteurs, des grands experts de la société civile d'ailleurs, qui siègent ou qui devront siéger dans ce cadre de concertation entre la CENI et tous les acteurs. Et s'il y a ces experts-là autour de la table, mais qui n'ont pas certaines précisions qui devaient être à la portée de tout le monde, c'est très inquiétant pour un processus. C'est comme ça que je dis, ici, là, on devait avoir des réponses exactes sur le coût des élections et toutes ces autres informations qu'on est en train de rechercher. C'est comme ça que moi, je reviens pour dire que la CENI doit vraiment améliorer sa communication. Et par rapport à votre question sur les conséquences, oui, déjà, je pense qu'on est dans une logique selon laquelle il ne faudrait pas dépasser la date qui est reconnue par la Constitution. Et toute chose fonctionne justement tenant compte de cette exigence-là constitutionnelle d'organiser les élections. Et donc, si les fonds ne sont pas décaissés à temps, pour moi, une des plus grandes conséquences que je vois, c'est que s'il faudrait qu'on respecte cette date, il y a ce risque que les choses soient faites de façon compressée, de façon rapide, bâclée, et on aura finalement des élections qui auront beaucoup plus de problèmes que nous ne pouvons... Merci beaucoup Emmanuel. Donc la question, elle est lancée à celui qui veut bien prendre la parole. Justin? Oui. Quelles sont les conséquences? Les conséquences, on a parlé de la crainte que les élections ne puissent pas avoir lieu à date prévue. Les conséquences, nous sommes déjà en train de les sentir. Peut-être que dans les jours à venir, on va sentir encore plus. Les problèmes de grève. Nous avons appris lors du cadre de concertation, des réunions que la CENI a organisées avec la société civile, qu'il y a déjà des cadres de la CENI qui avaient déjà des arriérés de salaire, des impayements, qui réclamaient déjà de l'argent. Les problèmes que nous voyons aujourd'hui des temporaires de la CENI qui veulent marcher, c'est un problème. Comment on dit? C'est la pointe d'iceberg. Au fond, il y a des problèmes réels en termes de paiement des agents de la CENI. Je crois que le gouvernement, comme nous l'avons dit, que le gouvernement et la CENI puissent trouver un cadre pour essayer d'évaluer et de résoudre les problèmes qui se posent là. Sinon, nous sommes partis pour soit les reports, soit des élections gratuites. Merci beaucoup. Oui, oui, oui. Ça dit que nous risquons d'arriver plutôt, comme dit Justin, soit au report, alors quelque part il y a quelqu'un ou des gens qui s'arrangent, n'est-ce pas, pour qu'il y ait une transition de 18 à 24 mois. On commence à entendre ça. Mais ce qu'ils oublient, c'est qu'on pourrait réclamer d'autres choses. Exactement. Mais ou alors des élections certainement bâclées. C'est-à-dire qu'on va tout droit vers un nouveau hold-up électoral qui sera fait dans des conditions pires que celles de 2018. Et ça peut entraîner des troubles, ça peut entraîner de la violence, ça peut entraîner... Nous avons vécu en 2006 entre Kabila et Mbemba une guerre à Kinshasa. Nous avons vécu une vraie guerre ici à Kinshasa, avec, je ne sais pas, 600 morts, hein, si je me souviens encore des chiffres. Donc l'élection n'est pas une blague. L'élection peut entraîner vraiment... Nous avons déjà du mal à gérer la crise qui est à l'Est. Nous risquons d'en gérer une autre ici à Kinshasa qui sera pire. Merci, prof. Voilà. Madame Nadine, Madame Andeka et puis Frédéric. Oui, par rapport aux conséquences, moi je dirais, avec tout ce que nous avons pu énumérer ici comme défi ou problème par rapport à la CENI. Donc, avec les délais qui nous restent, regarde, il y a
forte probabilité de pouvoir reporter les élections. Or, ces élections qui seront reportées avec beaucoup d'irrégularités, ça va encore poser des problèmes en RDC. Merci. Avec tout ce que nous avons déjà comme problème. Merci, madame. À qui profite Bon, ça, c'est pas la question, mais on est en train de penser quelles sont les conséquences justement liées à ce blocage financier. Les conséquences, celles que les autres l'ont dit, sont probables. Hein. Si on n'essaye pas de remédier à tous les problèmes que nous sommes en train de relever, moi, je ne fais pas un tableau catastrophique. Je pense et j'en appelle au nationalisme des uns et des autres et au gouvernement et à la CENI de comprendre que c'est un véhicule qu'ils sont en train de conduire et qu'ils ont la capacité de maintenir les gens en sécurité et que par une simple négligence, le véhicule peut aller se cogner quelque part et tout le monde en pâtirait. Et moi, j'en appelle vraiment au nationalisme, à l'humanisme, pour comprendre les problèmes que nous présentons ici, ce sont des problèmes qui peuvent être réglés. Le problème est que les gens ne se côtoient pas franchement. Les gens ne collaborent pas franchement. Les gens prennent les choses comme si c'était leur propre chose et décident par rapport à leurs émotions. C'est ce que je pense. Mais nous ne sommes pas dans ce cas, nous sommes dans le cadre de la gouvernance d'un pays, des élections d'un pays. Et que ces besoins identifiés, ces défis que nous relevons, peuvent trouver des solutions si les gens se mettent ensemble et essayent d'apporter des solutions qui sont à leur portée. Merci beaucoup. Déjà, si vous suivez la radio, vous allez sentir que les hommes politiques commencent déjà à préparer la population sur la transition avec ou sans le président de la République. Donc, ils sont déjà en train d'anticiper cette crise qui s'annonce. Et pour moi, personnellement, je crois que cette transition n'arrangerait pas les pays parce que nous sommes dans un état de guerre. On aura besoin d'un président de la République qui est légitime. Mais si on s'en va vers le glissement, je crois que la situation va encore s'empirer davantage et ça va nous entraîner dans un chaos général. Merci beaucoup, M. Dani. Bon, les conséquences, je pense, sont déjà citées, mais moi, je revenais pour dire le rôle de la société civile dans tout ça. Donc, on doit vraiment faire beaucoup de choses. Mais quand même un constat. Je pense que le gouvernement est en train de jouer les jeux politiques, vraiment. Et moi, je trouve que cette question des finances et tout ça, c'est un jeu politique. Mais un jeu politique où personne ne sait ce qu'il faut faire. C'est pour ça que j'ai dit qu'ils avancent, qu'ils reculent. Qu'est-ce qui se passe? Le président crée un doute. Il dit l'insécurité peut nous pousser à ne pas avoir des élections. Après, j'ai suivi Eliezer Tambwe. Hier, il m'a appelé, c'est la même chose. Mais en même temps, je vois le ministre des Finances et le ministre de l'Industrie. Il va à Moussénène pour se faire enrôler. Moussénène, c'est au cœur du Nord Kivu. C'est vraiment c'est au centre de là où il y a les problèmes. Pour arriver là-bas, c'est pas de la blague. Et il est parti lancer un grand chantier je ne sais pas, d'une activité où il a dit quand la guerre va se terminer, il y aura 1,7 milliard. C'est quoi la zone économique? Il va créer la zone économique. La zone de guerre spéciale. Ça veut dire que toute cette population qui a accueilli d'abord ces chantiers et qui était là-bas, on a vu la fête, ils sont en train de s'enrôler. Et lui, le ministre est allé se faire enrôler là-bas. C'est qu'au Nord Kivu, à Ituri et tout, l'enrôlement continue. Ça, c'est un problème. Maintenant, c'est de savoir est-ce que la guerre va continuer pour que les jours des élections, on n'ait pas ça, nous ne sommes pas en train de faire. Mais en même temps, on nous crée ces doutes, on nous dit non, une partie ne va pas voter parce qu'il y a ceci, cela. C'est pour ça que nous, d'abord, la société civile, nous n'avons pas aussi une position. La société civile n'a pas une position par rapport aux élections. Comment nous allons faire? Parce que aussi, vous avez traîné, on a fait le café, ça fait 1 mois. Vous avez promis qu'après ce café, nous allons organiser quelque chose de plus grand. Essayons de trouver un consensus. Ça ne sera pas un consensus général.
Mais au moins qu'on ait des voix, on sait qu'il y a plusieurs organisations qui ont quand même réfléchi pour dire élection oui ou non, dans quelles conditions. Comme ça, on sait c'est quoi la société civile va jouer. Mais la population, comme a dit ici, moi quelqu'un m'a appelé hier pour me dire prépare, comment toi tu ne te prépares pas au dialogue. C'est sérieux. Les gens ont fait. C'est sérieux. Donc maintenant, est-ce qu'on va aller. D'autres gens sont d'accord qu'il ne faut plus parler des élections, il faut parler seulement des dialogues. Ça veut dire que la société civile aussi est là. Hein? Vous dites? Oui, c'est ça. Ok, merci beaucoup. Alors, on va chuter. Juste 1 minute pour chacun de dire que devons-nous faire. Je crois qu'il y a déjà des éléments qui ressortent. On commence par le prof. Ouais. Quelles sont vos recommandations? En 1 minute, on fait le tour de table et puis on termine notre réunion. Bon, pour le... maintenant, ça dépend. Est-ce que c'est parce que nous avons opté pour les élections quand même? Mais bon, restons dans les élections. Dans le processus, oui. Oui, moi je pense que d'abord le ministre des Finances devrait exiger à chaque fois, d'abord à la CENI, d'avoir, comment dirais-je, un véritable chronogramme, un plan d'activité et avec un plan de décaissement discuté avec bien sûr le ministre des Finances pour que il n'y ait plus la cacophonie qui est actuellement. Et c'est la CENI elle-même d'ailleurs devrait publier son budget là, détaillé de ses opérations électorales pour que tout le monde sache et que même on puisse venir au secours. Mais quand nous avons fait ces plans ici, j'ai appelé Gérard. Avant, pardon, c'est communiqué. Oui. J'ai d'abord appelé Gérard, mais je n'ai pas eu d'informations vraiment crédibles. C'est pour ça que nous nous sommes basés que sur les informations du ministère des Finances. Alors, je pense aussi que les organes de contrôle, je vois les patrouilles financières de l'IGF en permanence à la CENI pour les aider, pour crédibiliser les différents chiffres qu'ils font, pour qu'il n'y ait pas le doute, parce que le doute est là. Le doute est là dans le public, au ministère des Finances, etc. Ce qu'ils présentent comme éventuellement budget, c'est considéré comme vraiment pas crédible. Mais nous autres sociétés civiles, nous devons rester très vigilants, continuer à faire les contrôles sans relâche, mais aussi continuer à éduquer et sensibiliser la population par rapport donc, au processus électoral. Merci. Donc voilà, pour l'instant... Merci prof, monsieur Roland, on va faire comme ça. 1 minute, que devons-nous faire? Oui, que devons-nous faire? Moi, je crois que... Que devait faire le gouvernement? En tout cas, les acteurs, que devraient faire les acteurs? L'œuvre, comme disait beaucoup de gens, c'est grave. Mais nous semblons négliger l'impression que ça nous donne. Parce que juste en 30 secondes, d'abord ça, une parenthèse, hier, dans une activité avec les mamans maraîchères à Massina là-bas, j'étais intervenant. Et quand la CENI est arrivée, la CENI de la ville de Kinshasa, la première intervention et la première dame qui parlait, c'était pour leur rappeler que le processus n'est plus crédible. Donc, eux, ils ne croient plus qu'il y aura élection. La première dame, déjà, émettait un doute. Maman, il dit ça, alors maman, il dit ça, est-ce que l'élection va écoutera? Déjà, cette dame-là, à ce niveau, je pense que nous devons anticiper et prendre la mesure de choses. Moi, je crois que la CENI, d'abord, c'est l'acteur principal, devait redynamiser les cas de concertation avec toutes les parties prenantes, réévaluer les différentes contraintes, parce qu'elle nous a présenté le calendrier avec les contraintes. Nous avons évolué. À l'heure qu'il y en a d'autres peut-être qui se sont ajoutées, il y a d'autres situations qu'elles nous disent, ensemble, on réfléchit sur les pistes. Mais aussi déjà quelqu'un l'avait dit, je crois que c'était Dani, ou quelqu'un d'autre ou le prof, par rapport à la collaboration qui doit être aussi redynamisée entre l'institution au gouvernement et la CENI par rapport au plan de décaissement, par rapport aux besoins qu'il y a. Alors, mais aussi, je voyais, ça a été fait au début. Je ne sais pas si ça va produire quel effet. Peut-être que le jour où on sera avec Alignet, on peut lui poser la question. Vous vous rappelez qu'au début, quand il y a eu les premiers ping-pong, il y a eu une sorte de collaboration entre l'IGF et la CENI. L'IGF a dit qu'elle devait accompagner
la CENI dans son travail et tout ça. Apparemment, c'est comme ça me produit. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup, Monsieur Dani, et puis on va faire ça pour 2 minutes. Vous l'avez déjà dit. Oui, j'ai déjà dit. Moi, je vais seulement appuyer seulement cela pour dire que la société civile devait jouer vraiment son rôle. Essayons de créer la convergence au niveau de la société civile pour que nous ayons des informations qui sont partagées. Nous avions parlé la fois passée de soutenir le réveil du cadre de concertation aussi de la société civile sur les élections. Je pense que vraiment c'est le moment de travailler sur ça pour que nous ayons beaucoup de convergence au sein de la société civile et que nous créons ça. Merci beaucoup, M. Freddy. Oui, bon, moi je pense que le cadre de concertation n'existe plus. Le problème de la CENI ne sont pas insurmontables et je demanderai au gouvernement de voir dans quelle manière il faut organiser des élections. S'ils sont en train de préparer la population pour la transition, je me dis, on ne doit pas avoir l'habitude de croire que les transitions politiques en RDC seront toujours pacifiques. Parce que nous avons déjà une guerre qui est à la porte de Kinshasa, ici à Kwamout. Donc cette transition-là peut faire en sorte que cette guerre qui est à Kwamout puisse arriver à Kinshasa. Donc je crains fort que des situations comme ça arrivent. Moi, je suis contre les dialogues. Je veux qu'au mois de décembre de cette année, nous ayons des élections. Merci beaucoup. Justin. Oui, nous avons dit ça. Je crois qu'il est temps que tout ce que nous avons entendu, que le gouvernement et la CENI se mettent tous les tables, se regardent en face et mettent tous les problèmes sur la table afin de trouver des solutions. Parce que dès que nous avançons, il y a beaucoup d'inquiétudes sur la façon dont les choses sont avancées. Merci, Madame Nadine. En dehors de ça, moi j'ai ajouté, il faut que la CENI s'y responsabilise. Dans ce sens, il y a des cadres de concertation, certes, mais ce sont des cadres de concertation, mais non seulement. Ce qui se passe à l'intérieur ne donne pas la responsabilité aux acteurs, aux autres acteurs de pouvoir réellement apporter leur apport au niveau de la CENI. Que la CENI puisse se responsabiliser et appelle les autres acteurs pour réellement voir qu'est-ce qu'il faut faire et avancer avec eux. Je pense que c'est ça. Emmanuel. Ok. Départ tout ce qui a été dit, moi je veux revenir sur la question du financement. Je pense que voilà, le gouvernement doit mettre en place un bon mécanisme pour que ça nous permette d'avancer. Parce que la grande question était de savoir est-ce que le gouvernement est capable de les financer. On dira oui, le gouvernement a tous les moyens, mais les indices qu'on venait de nous donner par la mobilisation des fonds, déjà cette année, le mois de janvier, de février, on est en déficit, donc c'est-à-dire qu'il y a risque que le gouvernement puisse avancer des raisons sur le financement. Alors que dans notre temps, il y a des partenaires qui tendent la main et qui veulent appuyer également cette élection. On est d'accord avec cette problématique de la souveraineté, mais je pense que le gouvernement doit être plutôt réaliste, doit être dans cette logique de prévenir les dégâts, dans le sens de voir dans quelle mesure s'ouvrir vers les autres. Parce qu'on a noté ici que le gouvernement est prêt ou carrément à accepter, n'est-ce pas, l'appui de Dan Hitler pour financer les élections. Je pense qu'il doit en même temps aussi voir cette possibilité. Qui a dit ça? Dans les couloirs. Dans les couloirs. Ma recommandation, c'est de dire que le gouvernement doit être quand même de s'ouvrir et de voir, n'est-ce pas, comment est-ce que les partenaires peuvent appuyer le financement de ces élections. Merci beaucoup, Madame Afrika. Je crois que tout a été dit. Ils peuvent aussi nous éclairer, ils peuvent aussi nous poser des problèmes qu'on ne dit pas à la radio et que la société civile peut porter des plaidoyers. Donc, je nous interpelle, il faut qu'on mette les ponts avec nos représentants qui sont là-bas. Et aussi, je reviendrai, j'insisterai, la fois passée on l'a dit, la communication de la CENI, ils doivent améliorer. La collaboration avec le gouvernement est une nécessité, même une obligation. La structuration et l'organisation des cadres de concertation avec les partis politiques, avec la société civile, ça doit fonctionner nécessairement.
Parce que pourquoi ferait-on des cas de concertation si vous ne voulez pas écouter les autres? Ça existe pourquoi? Donc nous insistons sur ces choses. Ça peut vraiment aider à remédier à beaucoup de défis qu'on relève ici et que nous puissions aller aux élections au mois de décembre. Merci beaucoup. Nonobstant le problème de ressources qui sont le problème est tellement fondamental parce que sans ressources, les élections ne sont pas prêtes. Ok, merci beaucoup madame et merci beaucoup à tous les collègues présents qui ont été présents autour de cette table mais aussi dans la salle. J'aimerais juste rappeler que notre thème était le financement du processus électoral que cache le gouvernement et autour de cette question, il y a plusieurs éléments qui ont été évoqués, notamment justement de cette opacité entre du décaissement des fonds de la part du gouvernement, mais aussi de la CENI qui n'arrive pas à communiquer justement comment elle entend utiliser les fonds qui lui ont été alloués les quelques mois et les années en 2022, 2021, etc. Mais aussi, les éléments importants évoqués en ce lieu, c'est justement ce manque de dialogue qu'il y a de dialogue franc qu'il y a entre la CENI et le gouvernement qui se jettent les pierres. Et les recommandations ou les propositions, en tout cas ressorties dans le cadre de ce café électoral, c'est de pouvoir interpeller les uns les autres, notamment le gouvernement et la CENI, de se mettre autour d'une table et de parler des questions réelles, notamment du plan de décaissement, mais aussi de comment gérer le processus pour les mois à venir afin de respecter, en tout cas, les délais constitutionnels. Mais également, une inquiétude est ressortie pour dire, mais si la situation de blocage continue, la crainte, en tout cas, des participants, c'est de se dire est-ce qu'il n'y aura pas glissement? Est-ce qu'il y aura glissement? Est-ce que le gouvernement essaiera de résorber la situation, d'organiser les élections, mais à quel prix, de quelle qualité? Est-ce que nous allons réellement aboutir aux élections libres, transparentes et apaisées? Mais du côté de la population, nous avons noté qu'il y a cet engouement à travers justement le fait de se faire enrôler massivement, etc., que ce soit dans les zones en sous-occupation que dans les milieux où il n'y a pas de conflit armé. Donc, tout ce sont des questions qui sont très, très importantes et nous pensons que ce soit la CENI, que ce soit le gouvernement, ont un grand rôle à jouer, celui de pouvoir mieux structurer, mieux planifier les choses pour les quelques mois qui restent jusqu'en décembre et d'assurer de ne pas rester pratiquement sur les non-dits, de rassurer la population si élection il y aura, oui ou non, s'il y en aura, dans quelles conditions, s'il n'y en aura pas, pourquoi, et pourquoi au-delà de cela il y a déjà des voix qui se lèvent pour parler de dialogue, etc. Donc tout ça, il faudrait que le gouvernement et la CENI puissent nous clarifier, ça va nous aider. Mais quant à la société civile, je pense que nous réclamons à corps et à cri ce cadre de dialogue, en tout cas aussi entre la CENI et la société civile, pour que les questions qui sont évoquées dans les couloirs ou dans les salles telles que celle-ci soient traitées directement avec les concernés afin d'aboutir à des solutions qui seront assez adéquates, mais aussi pour la société civile de pouvoir porter les désirata de la CENI auprès du gouvernement pour des meilleures issues. Alors c'est sur ce point que je vous dis merci et au revoir et à la prochaine, au prochain café électoral. Bye bye.